Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, je vous propose cet article de Numérama qui revient sur les différents projets écologiques de Jeff Bezos après son passage dans l'espace. Apparemment, ça lui a un peu monté à la tête et du coup, il a, comme dit l'article, des plans totalement idiots pour sauver la planète. Nous allons voir ce qu'il en est. Et dans cette seconde actualité, nous allons revenir sur Orange qui est pointé du doigt pour ses insuffisances dans la crise des appels d'urgence. Pour rappel, début juin dernier, Orange a eu une coupure au niveau de la téléphonie sur les appels d'urgence. Une enquête a été réalisée et on connaît un peu mieux les causes, surtout la provenance de cette panne. Spoiler alert, c'est encore bien évidemment un problème humain et nous allons voir du coup ça ensemble aujourd'hui. Nous démarrons donc avec Jeff Bezos a un plan totalement idiot pour sauver la planète. Avoir contemplé la planète depuis l'espace a donné envie à Jeff Bezos de la protéger. Les suggestions du fondateur d'Amazon et de Blue Origin pour résoudre la crise climatique tombent hélas entre parenthèses très loin à côté de la plaque. Je cite Jeff Bezos, nous vivons sur une magnifique planète, vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'atmosphère est fine vue de l'espace. Comme nous vivons dedans, elle nous semble si vaste et cela nous semble anodin de l'abîmer. Cette illumination divine a incité le fondateur d'Amazon à réfléchir à la crise climatique et il semble persuadé d'avoir mis le doigt sur la solution. Je cite, nous devons déplacer toutes les industries lourdes, toutes les industries polluantes dans l'espace. Un projet complètement idiot, il faut bien le dire, il suffit de regarder les domaines qui émettent des gaz à effet de serre pour le comprendre très vite. La logistique serait tout simplement extravagante, comme le dit cet article. Dans beaucoup de pays, un des secteurs qui pose le plus de problèmes, c'est celui des transports. En France, par exemple, il est responsable de 31% de nos émissions territoriales. Pour les réduire, il faudra diminuer un maximum les déplacements individuels, construire des modes de transport peu ou pas émetteurs, camions et voitures électriques, etc. et les alimenter bien évidemment avec des énergies aussi vertes que possible. Autant on peut, comme dit l'article après, on pourrait délocaliser la construction des véhicules dans l'espace, bien que l'idée déjà soit un peu farfelue, autant il y a un moment on roule sur Terre, donc qu'on le veuille ou non, ce qu'on dégage, ça reste sur la planète. Donc déjà rien que ça, c'est un peu stupide. D'autre part, nous avons ensuite l'agriculture qui est un autre domaine qui dégage beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause des élevages. Nous avons ensuite le bâtiment qui se trouve souvent être aussi dans le top 3 des secteurs les plus émetteurs de carbone des pays. En France par exemple, il représente 19% de nos émissions territoriales. Délocaliser des usines de ciment, de béton et d'autres matériaux dans l'espace n'aurait aucun sens. Le coût de transport serait extravagant, encore une fois. Le seul moyen qui semblerait possible, qui semblerait probable pour un tel projet, ça serait les fameux ascenseurs gravitationnels qui permettraient de faire des allers-retours sans avoir à consommer des quantités énormes de combustible, ou alors cette problématique qu'on a aussi actuellement de la pollution spatiale qui pose des problèmes pour éviter les contacts avec d'autres satellites. Mais dans tous les cas, tel qu'il est, rien que le transport des matériaux de construction d'une voiture ou de construction d'une maison pour l'envoyer dans l'espace, c'est absurde. Et en parlant d'absurde, un calendrier absurde, le plus gênant cependant dans cette histoire, c'est que Jeff Bezos met en avant une solution dont il connaît lui-même qu'elle ne serait pas réalisable avant des dizaines d'années, comme si on avait ce laps de temps pour résoudre la crise climatique. Pour rappel, il est impératif d'atteindre le zéro carbone d'ici 2050. Détourner l'attention des solutions réelles, Jeff Bezos a heureusement aussi entrepris des actions bien plus intéressantes dans le domaine environnemental. Après avoir été pas mal mis sous pression par ses employés et le public à ce sujet, il a notamment versé une somme conséquente de 10 milliards de dollars dans un fonds de lutte contre le changement climatique. Oui, du coup, sous pression des employés du public. Il l'a pas fait par lui-même apparemment. Donc bon, c'est absolument pas réalisable, en tout cas. Techniquement peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas en termes de temps, on n'a pas le temps pour ça, clairement pas. Nous enchaînons ensuite avec cet article, Orange pointé pour ses insuffisances dans la crise des appels d'urgence. Un rapport met en évidence de gros dysfonctionnements de la part de l'opérateur, en plus d'un bug de son matériel. Le secrétaire d'État Cédric O saisit l'ARCEP pour une éventuelle mise en demeure. Alors, Cédric O, c'est son vrai nom, c'est pas un bug, il s'appelle vraiment Cédric O. J'ai regardé, son père est coréen, donc ça doit exister en Corée. C'est curieux, mais c'est coréen. Et pour l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches pour cette en-tête qui avait
avait quelques particularités. Et ensuite, nous enchaînons avec du coup 6 décès qui seraient peut-être liés à l'impossibilité d'appeler les services d'urgence le 2 juin dernier. Même si le lien est difficile à établir de façon certaine, cela montre bien la gravité de cette panne. Un rapport rendu aujourd'hui par Bercy analyse les origines de la panne et la gestion de la crise par Orange. Pas de test en amont et des commandes hasardeuses. Comme annoncé au mois de juin, ce sont des équipements réalisant les interconnexions entre d'un côté le réseau IP et de l'autre le réseau téléphonique commuté qui ont dysfonctionné. Je cite, il s'agit d'une série de commandes de routine passées dans l'ordre inhabituel et simultanément sur tous les appels serveurs, ce qui a déclenché un bug préexistant mais inconnu jusque-là. Encore plus problématique, les équipes de l'opérateur n'ont procédé à aucun test en amont, ne considérant pas leurs interventions comme sensibles. De toute façon, la plateforme de pré-production ne permettait pas de simuler une montée en charge. Ça, c'est problématique parce qu'on a toujours ces fameux environnements de recettes qui va être plus l'environnement dit de test. On va avoir l'environnement de pré-production qui est un environnement qui est censé être au plus proche possible de la prod pour faire des tests un peu en temps réel, on va dire. Et on va avoir la production sur laquelle les clients tournent. Leur environnement de pré-production n'est pas configuré de manière à pouvoir faire des tests de charge et c'est ce qui leur a empêché de tester en amont, voir si leurs actions pouvaient avoir des conséquences sur la prod. La mémoire ne se libérait plus. Au bout d'une centaine d'appels, la mémoire était pleine et les équipements se sont mis à redémarrer en boucle. Ils sont devenus ainsi incontrôlables. D'après Orange, 11 800 appels d'urgence initiés n'auraient ainsi pas pu aboutir. Enfin, une trop lente remontée d'informations. Orange a mis près d'1 heure à prendre conscience que la panne touchait en particulier les services d'urgence, 2 heures pour en informer les autorités et près de 3 heures pour mettre en place un dispositif adapté, lit-on encore dans ce rapport. Le principal, c'est qu'ils en tirent une leçon et que ce problème ne se reproduise pas, bien évidemment. Dans les actualités speedrun, aujourd'hui nous avons Activision Blizzard devant les tribunaux. Une enquête dénonce le harcèlement et le sexisme en interne. Alors que les enquêtes sur les conditions de travail se multiplient dans les plus gros studios de l'industrie, le département californien de l'emploi équitable et du logement de Californie poursuit aujourd'hui l'entreprise devant les tribunaux. Le document de la plainte, qui est bien évidemment disponible dans l'article, exprime les citations suivantes. Les femmes qui accèdent à des postes de direction touchent un salaire moindre et sont moins incitées à toucher des bonus que leurs collègues masculins. Dans les autres postes, les femmes touchent également moins et sont moins promues. Les employés EES sont soumises à un harcèlement constant et doivent continuellement repousser les commentaires et avances sexuelles de leurs collègues et directeurs masculins. Dans un cas tragique, une employée s'est suicidée durant un voyage d'affaires avec l'un de ses superviseurs qui avait apporté avec lui des plugs anneaux et du lubrifiant. D'autre part, la plainte atteste que rien n'a été entrepris en interne malgré de nombreux cas rapportés autour des personnes concernées. Je cite toujours, les employés EES ont été découragés dans leur démarche car le service des ressources humaines était réputé pour être proche des harceleurs. Une enquête menée en interne montre l'absence de confiance et leur peu d'estime portée aux ressources humaines. Sans surprise, l'une des plaintes a été traitée de façon superficielle et dédaigneuse et ce n'est pas resté confidentiel alors que ce genre de situation doit rester bien évidemment confidentiel au sein des RH. Pour cette seconde petite actu, nous allons refaire une passe sur le MMORPG New World d'Amazon. Pour rappel, hier nous évoquions le fait que le jeu faisait cracher, voire détruisait littéralement des RTX 3090. Eh bien Amazon a confirmé le sérieux bug dans son jeu New World qui brique les RTX 3090. Depuis le lancement de la bêta, plusieurs joueurs ont en effet rapporté avoir vu leur carte graphique mourir en testant le titre. La firme conseille ainsi de désactiver les paramètres gourmands et de réduire le nombre de FPS. L'article évoque surtout les différents paramètres que Amazon conseille de mettre en place pour éviter ce genre de problème. Désactiver la surcharge dans les paramètres du pilote, assurer d'appuyer sur appliquer merci Captain Obvious et redémarrer le client du jeu. Amazon conseille ensuite de fixer une limite aux FPS affichés en jeu en expliquant que cela permettra d'éviter les problèmes d'utilisation du GPU. Pour ce faire, il faut se rendre en paramètres visuels FPS max et de configurer l'option 60 FPS. C'est chiant, c'était une carte 3090 qui coûte, je le rappelle, dans plus de $1000 actuellement avec la pénurie, et t'es obligé de brider ton jeu à 60 FPS.
Si les solutions fonctionnent chez certains joueurs, d'autres ne sont pas aussi chanceux. Ils sont en effet plusieurs à continuer à se plaindre de problèmes de surchauffe et ce sur plusieurs cartes graphiques différentes. On enchaîne ensuite avec la Chine qui dévoile le train le plus rapide du monde avec une vitesse maximale de 600 km/h. Dans la ville côtière de Qingdao, j'espère que j'ai pas trucidé le mot, les autorités chinoises ont dévoilé mardi leur nouveau train à suspension magnétique qui peut atteindre une vitesse de 600 km/h. Plutôt que d'utiliser des combustibles fossiles, le train est propulsé par un champ magnétique formé par des bobines électrifiées dans les parois de la voie de guidage et le rail. En d'autres termes, le train flotte littéralement à grande vitesse sur un coussin d'air. Ce concept permet au train d'atteindre des vitesses de plusieurs centaines de km/h car il n'y a pas de friction entre le train et les rails. La vitesse de croisière du TGV n'est qu'à 320 km/h. Du coup là on a une vitesse max de 600, mais quelle va être sa vitesse de croisière? Ça ce n'est pas dit dans l'article malheureusement. Pour cet avant-dernier article Tesla, cette vidéo prouve que la conduite autonome est loin d'être au point. Beaucoup d'articles sur Tesla et Elon Musk dernièrement, je suis vraiment navré, mais autant dire que ça bouge beaucoup dernièrement de ce côté-là. Tesla vient de déployer la bêta 9 du Full Self Driving, son système de conduite entièrement autonome. Le youtubeur AI Addict, propriétaire d'une Tesla Model 3, en a donc profité pour essayer le FSD dans les rues surchargées de San Francisco. Autant le dire tout de suite, Tesla a encore du pain sur la planche. La vidéo est très intéressante parce qu'on voit que d'un côté, il y a vraiment une IA assez forte qui détecte les voitures en double fil, qui slaloment un peu, ça c'est vraiment très impressionnant. Et de l'autre, l'IA va des fois braquer sur la gauche vers le trottoir ou vers des voitures garées parce qu'elle détecte je sais pas trop quoi, parce qu'elle pense que la file de gauche c'est une file de gauche alors que c'est une file pour le parking. Donc voilà, la vidéo est vraiment super intéressante et je vous invite grandement à aller la voir. Et dans le dernier article, JO 2021 à Tokyo, comment voir les épreuves de sport en streaming en France. J'ai trouvé l'article extrêmement bienvenu pour les JO qui commencent dans quelques jours. Si vous ne savez pas comment regarder les JO, alors forcément il sera disponible à la télé, mais pour les gens qui n'ont pas de télé, qui ont juste un écran avec internet, l'article regroupe absolument tout. Les JO sur France Télévisions, sur France TV, sur Salto, Molotov, Canal+, Eurosport, et on a aussi les JO en 4K si vous voulez voir les JO en 4K avec tous les liens, les plateformes et les épreuves avec les jours de passage. Il y a absolument tout regroupé sur cet article. Du coup, si les JO vous intéressent mais que vous n'aviez pas encore les ressources qui vous permettraient de les regarder en streaming, tout est regroupé sur un seul et même article de Numérama que je vous invite bien entendu à retrouver dans la description de cette vidéo. Et c'est sur cet article que la revue de presse s'arrête. En attendant, moi je vous dis à demain pour la dernière revue de presse de la semaine. Salut!